Oui, mesdames, messieurs, j'ai le plaisir de finalement passer à une table suivante. Je ne sais pas si Nathalie Griesbeck aura le temps de rester un peu avec nous, mais je crois que c'est important. Nous allons parler de la situation maintenant au Moyen-Orient et surtout le général Assiri va nous parler de la situation globale dans la région. Je vais appeler Monsieur l'ambassadeur du Yémen, Wassim Nars et Romain Caillet. Nous allons inverser la suite des tables. Ah, attendez, on va arranger ça. Général, vous avez la parole. Et puis ensuite, nous parlerons du Liban et du Yémen, de la Syrie. Et nous allons essayer d'intégrer Jean-Charles Brizard dans ce dispositif. Donc, Général, vous avez la parole. Je sais que votre temps est précieux et qu'il est compté. Je vous en prie. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Il y a la traduction en anglais, il y a la traduction en arabe, mais si vous parlez en français, ça va aussi. Donc, vous parlez dans la langue de votre choix, Général. Merci, je suis très heureux d'être parmi vous avec cette honorable assemblée qui compte des intellectuels et des personnalités très importantes. Et je suis très heureux d'être au cœur de la démocratie française, donc au Sénat même, qui est une prestigieuse institution. Au nom du gouvernement et du peuple d'Arabie saoudite, je voudrais d'abord exprimer toute notre sympathie et nos condoléances au peuple français après l'attaque terroriste qui l'a frappé hier. Et aussi l'attaque terroriste qui a eu lieu aujourd'hui en Égypte. Nous voudrions donc exprimer notre sympathie et nos sincères condoléances aux deux peuples. Ceci est une transition naturelle vers notre sujet, le sujet dont nous traitons aujourd'hui, le terrorisme. Le Royaume d'Arabie saoudite, en 2004-2005, a connu les attaques terroristes, mais aussi récemment des attaques terroristes de Daesh, de Al-Qaïda et d'autres groupements terroristes. Et il y a un grand nombre d'États qui ont été victimes aussi de ces opérations terroristes. C'est pour cela que j'entrerai directement dans le vif du sujet, la situation au Proche-Orient et le rôle de l'Arabie saoudite dans le règlement de ces problèmes, en tête desquels figure le terrorisme. Si nous regardons la carte à l'écran, nous constatons d'abord que la région souffre d'instabilité. Pourquoi? Parce qu'il est impossible qu'une organisation terroriste ou qu'une organisation extrémiste naisse dans une situation stable. En effet, l'instabilité est un terreau fertile pour la naissance de groupements extrémistes et groupements terroristes tels que ceux que nous voyons très actifs au Moyen-Orient. Tous ces groupements, quel que soit leur nom, sont terroristes, sont des milices, des groupes, peu importe. Ils sont tous pareils, qu'ils aient pour nom Daesh ou Al-Qaïda. Les noms diffèrent, mais la méthode est la même. Dans la région, nous avons d'autres problèmes aussi, le problème de réfugiés et de crise humanitaire qui sont la résultante de l'instabilité et le résultat de naissance des groupements terroristes et des activités terroristes. Ces activités poussent la population à quitter ces villages et leurs régions et à devenir des réfugiés. Et cela pose un nouveau problème. L'instabilité est une question que je traiterai très vite. D'abord, ce qui est sûr, c'est que la situation économique est la cause de cette instabilité dans notre région. Et la situation
très très grave dans notre région n'est pas celle que vous voyez dans vos médias aujourd'hui en Europe. Qu'est-ce qui se passe dans la région aujourd'hui et en Arabie Saoudite, qui fait partie de la région? Je vais parler des menaces et par la suite des défis. Nous avons des menaces exogènes et des menaces endogènes. Donc, nous avons d'abord des groupements terroristes, comme je l'ai dit. Nous avons des groupements terroristes qui contrôlent, qui ont réussi à contrôler certains États, et d'autres qui essayent, qui tentent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui exercent donc des menaces contre notre population ou nos populations. Commençons par le Liban, pays frère. Là, nous constatons que le Hezbollah contrôle toutes les institutions de l'État au Liban. Et malheureusement, durant les dernières années, cette question a été négligée à tel point que le Hezbollah fait partie du paysage naturel du Liban. Et beaucoup parmi nos amis considèrent que le Hezbollah fait partie du Liban naturellement et qu'il a une aile militaire et une aile politique. À ce moment-là, nous disions à nos amis, traitez avec l'aile politique du Hezbollah. Mais le Hezbollah dit toujours qu'il est soldat dans l'armée de Wilayat al-Faqih. Regardons ensuite la Syrie, pays frère aussi. Là aussi, nous voyons une profusion de milices iraniennes, les Nojaba, Hezbollah et d'autres milices qui tuent tous les jours les fils et les filles du peuple syrien et qui causent l'instabilité en Syrie. Et le but de cela, c'est d'asseoir la Wilayat al-Faqih en Syrie. Nous arrivons à l'Irak à présent. L'Irak aussi a souffert des activités de Daesh, des forces de la mobilisation populaire, du Hezbollah et d'autres milices qui échappent au contrôle de l'État. Nous arrivons aussi toujours dans le sens de l'aiguille d'une montre, au Bahreïn. Le Bahreïn aussi souffre d'instabilité, souffre d'ingérence extérieure dans ses affaires internes. Nous arrivons à présent au Yémen. Au Yémen, nous assistons à de nouvelles tentatives d'imposer un nouveau modèle copié sur le Hezbollah, qui est la milice des Houthis, qui œuvrent comme le Hezbollah au Yémen pour arriver, en fin de compte, à imposer un état de fait, un fait accompli, et pour que le Yémen devienne un État régi par une milice qui a une allégeance à un État externe ou un État étranger. Nous arrivons maintenant au désert de Sinaï. Là aussi, nous voyons que l'Al-Qaïda est présente et aussi Daesh. Et il y a des opérations terroristes tous les jours. La Libye est devenue la scène terroriste de Boko Haram, de Daesh, de Al-Qaïda, de tous les groupements terroristes. Pourquoi? Parce que nous avons commencé un projet de changement, un programme de changement en Libye, mais nous nous sommes arrêtés au milieu de ce projet et nous n'avons pas pris en compte les intérêts du peuple libyen. Et aujourd'hui, le peuple libyen est en proie à tous ces groupes terroristes. En face de tout cela, nous avons un État qui est basé sur une idéologie, une stratégie qui est basée sur la Wilayat al-Faqih, qui a des visées expansionnistes et tous ces groupes sont liés au projet iranien. Le projet iranien qui a commencé au début des années 80 et dont ont souffert un grand nombre de pays, dont la France. Je parle du projet iranien donc. Vous savez qu'il y a des journalistes français qui ont été kidnappés au Liban, les Marines, Georges Brahim Abdallah, Anis Nakash, Shapour Bakhtiar. Autant de noms, autant d'opérations que nous avons connues, que j'ai moi-même connues en France.
presque tous les jours, nous avions une nouvelle explosion, une nouvelle attaque. Et donc, ceux qui opéraient sur le terrain sont ceux-là même qui soutiennent le régime iranien. Ceux-là même qui ont commencé à détourner des avions, à organiser et exécuter des attentats contre la population sont aujourd'hui les leaders de l'Iran. Et le peuple iranien qui subit cette injustice est régi et gouverné par la violence et par la force de l'arme. Et l'Iran et le régime iranien considèrent aujourd'hui que toute personne qui se convertit au chiisme devient un soldat dans l'armée de Wilayat al-Faqih. Je voudrais vous dire que la région aujourd'hui souffre de cette première étape, si j'ose dire, d'épreuve, mais ce phénomène va s'exporter à d'autres pays. Aujourd'hui, nous avons le Hezbollah qui combat en Syrie, qui tue les Syriens. Nous avons plus de 40 000 soldats professionnels. À la fin de la crise syrienne, où iront tous ces soldats? Est-ce qu'ils vont combattre les Israéliens ou alors ils vont retourner en Europe, en Afrique? On se demande aujourd'hui ce que deviendront ces soldats ou ces miliciens au Yémen. Les combattants qui envoient des missiles contre l'Arabie saoudite à partir du Yémen, 95 missiles qui ont été déjà lancés contre l'Arabie saoudite, eh bien, ces combattants sont des combattants iraniens, où ils le font avec l'appui iranien. Et on ne saurait accepter cette situation sans riposter. Comment faire donc pour faire face à ces défis? Je vais parler de plusieurs défis. D'abord, en Arabie saoudite, nous avons une vision qui se base sur différents axes, dont les plus importants la lutte contre l'idéologie extrémiste. Et cela, nous en souffrons à l'intérieur même du Royaume d'Arabie saoudite. Deuxième axe, la nécessité de moderniser nos sociétés pour que cette société soit contemporaine, moderne, qui puisse interagir avec la société et la communauté internationale par les moyens les plus modernes. Troisièmement, troisième axe, les réformes économiques. Notre économie devrait se renouveler pour qu'elle puisse s'adapter aux crises et pour qu'elle ne soit plus une économie dépendante du pétrole et des hydrocarbures. En matière de menaces, qu'a fait l'Arabie saoudite pour contrer ces menaces et dans la lutte contre le terrorisme? L'Arabie saoudite est un membre fondateur de la coalition de lutte contre Daesh, aux côtés de 45 autres pays. Vous écoutez l'interprétation? Il y a un problème? Il y a un problème dans l'interprétation? Non, tout va bien. Concernant la coalition internationale de lutte contre le terrorisme, l'Arabie saoudite a eu un rôle pratique et financier aussi dans cette lutte. Aujourd'hui, nous avons atteint véritablement la défaite de Daesh. Nous avons pu obtenir la défaite de Daesh. Par la suite, nous avons créé la coalition islamique de 41 États pour lutter contre le terrorisme. Et là, nous apportons notre appui sur le plan de la communication, sur le plan de l'idéologie, sur le plan financier. Nous apportons donc notre appui à ces États pour qu'ils luttent contre Daesh. Cette coalition a commencé son travail et les prémices de cette coopération se manifestent par l'appui que nous avons apporté au groupe G5 Sahel, 300 millions d'euros en appui aux États qui traitent ou qui luttent contre Al-Qaïda et Boko Haram dans le Sahel.
Au niveau de notre région, nous avons une coalition de 12 États qui œuvrent pour renforcer la légalité du gouvernement du Yémen et renforcer l'état de droit au Yémen. Nous œuvrons aussi avec le gouvernement irakien pour l'instauration de la stabilité en Irak, et cela par le biais du Conseil de coordination irako-saoudien et par le biais de la normalisation des relations, l'ouverture des frontières et aussi un don d'1,5 milliard pour la reconstruction de l'Irak. J'ajoute à cela 500 millions de dollars que nous avons apportés, dont on a fait un don aux Nations Unies pour aider les réfugiés qui ont fui Daesh de l'Irak. Dans notre vision, nous avons pour souci de préserver les pays souverains et indépendants. Quant aux États qui souffrent d'instabilité ou qui ont des problèmes, nous œuvrons pour la réinstauration de la stabilité. C'est ce que nous avons fait à Bahreïn, en Égypte, au Soudan et en Tunisie. Et nous avons œuvré donc pour soutenir ces États pour que ces États ne soient pas ou ne deviennent pas des États faillis. Et vous avez des preuves de cet appui que nous avons apporté à ces États. Nous œuvrons aussi sur le plan international avec la communauté internationale pour réinstaurer la stabilité dans les États qui l'ont perdu, le Yémen, la Libye ou le Sahel, pour donc réinstaurer la stabilité dans ces régions. Tous nos efforts ont un même et un seul objectif, réinstaurer la stabilité, respecter le droit international, coopérer avec les États sur la base de la souveraineté et le respect de la souveraineté de chaque État. Nous ne coopérons pas avec les groupements. Nous coopérons selon la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire le respect de la souveraineté des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque État et les relations d'État à État, les relations sur un pied d'égalité entre les États. Certains États traitent avec des groupements terroristes pour le trafic illicite de la drogue ou des armes. Quant au Yémen, le Yémen est une question très importante pour l'Arabie saoudite. 29 millions d'habitants, dont une grande partie vit en Arabie saoudite. Nous avons 1400 kilomètres de frontières communes et donc le Yémen fait partie de notre intérêt suprême en Arabie saoudite. Bab el-Mandab, qui est un détroit très important pour le commerce entre l'Occident et l'Orient, constitue 10% du commerce international et 30% du commerce maritime. Donc il s'agit là aussi d'une région et d'un détroit très important pour la région et pour le monde entier. On ne saurait donc accepter que ce pays soit complètement contrôlé par une milice. On ne peut pas accepter la même mise d'une milice sur ce pays. Donc nous œuvrons pour renforcer le travail sur le plan politique et l'émissaire des Nations Unies y travaille pour ramener tous les pays autour d'une table de négociation pour préserver et garantir les intérêts de la population du Yémen. Deuxièmement, limiter la crise humanitaire au Yémen par le biais des aides que nous avons apportées et le plan humanitaire global des Nations Unies, dont le coût est de 1,5 milliard de dollars pour appuyer et alléger les souffrances du peuple yéménite et pour accueillir les réfugiés yéménites en Arabie saoudite. Troisième axe, restaurer la sécurité et la stabilité dans les régions qui sont contrôlées par le gouvernement yéménite légitime et pousser les milices à accepter de s'asseoir autour de la table de négociation pour parvenir à la stabilité au Yémen. Ce qui est sûr, c'est que les pays de la région, dont l'Arabie saoudite, n'accepteraient pas la naissance d'un nouveau Hezbollah au Yémen. Quel qu'en soit le prix et quel que soit le temps dont nous aurons besoin pour réinstaurer la stabilité au Yémen. Ce pays, le Yémen, peuvent interagir avec la communauté internationale. Il y a un État
yéménite qui existe toujours. Les institutions de l'État n'ont pas disparu. Il y a toujours un gouvernement, un chef de gouvernement, il y a des ambassades, il y a des institutions. Donc, si le gouvernement yéménite disparaissait, s'il arrivait à disparaître, nous serions devant un nouveau modèle libyen. Il n'y aura plus d'ambassade, il n'y aura plus d'institutions. Et donc une anarchie totale. C'est pour cela que la coalition déploie tous ses efforts pour stabiliser le Yémen. Al-Qaïda aujourd'hui contrôle l'aéroport et le port de Sanaa et perçoit plus de 100 millions de rials yéménites ou percevait plus de 100 millions de rials yéménites par jour du Yémen. Mais aujourd'hui, nous avons pu bouter ces milices hors des régions qu'elles contrôlaient et nous appuyons le gouvernement et nous essayons de garantir sa cohésion et sa survie. Voilà tout ce que nous déployons comme effort au niveau du Yémen. Sur le plan international, nous avons une vision, nous avons une méthode et une intention de continuer notre appui à tous les États qui sont épris de paix et de stabilité. Nous coopérons avec tous les pays du monde, à l'exception d'un seul État, l'Iran. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas coopérer avec l'Iran. Et si nous regardons la situation en Iran, nous voyons qu'il y a un grand nombre de pays qui ont rompu leurs relations avec l'Iran, dont le Soudan. Pourquoi? Parce que l'Arabie saoudite a œuvré pour ramener l'Iran dans le giron de la communauté internationale. Le Royaume d'Arabie saoudite a réhabilité en quelque sorte le gouvernement soudanais pour qu'il puisse avoir des contacts réguliers selon le droit international avec les pays du monde et le Soudan a été sorti, rayé de la liste des États qui coopèrent avec le terrorisme et les terroristes. Et donc nous voudrions continuer à œuvrer avec nos frères soudanais pour qu'ils soient rayés complètement de cette liste et de façon définitive de cette liste et pour leur essor économique. Qu'est-ce que nous avons donné ou apporté comme aide? 32,652,087 milliards de dollars, et cela pour aider les Nations Unies et d'autres organisations. Nous avons 999 projets et nous avons des contributions directes qui sont versées au budget des États. Et j'insiste, des budgets des États et non pas les budgets des milices et des groupements terroristes. Donc nous traitons avec les États dans la communauté internationale. Les pays qui bénéficient le plus de notre aide, vous les voyez sur ce plan ou ces deux colonnes. Eh bien, excusez-moi, je vais essayer d'être très bref. Les informations et les chiffres, vous pouvez les trouver. Je ne vais pas m'y attarder. Que faisons-nous pour faire face aux défis pour la société saoudienne? Nous essayons d'insuffler de l'ambition chez notre peuple pour que notre peuple ne soit pas empêtré dans ces problèmes du moment et pour qu'il regarde l'avenir. Deuxièmement, redresser notre économie. Si notre économie est saine et forte, nous pouvons aider nos voisins, nous pouvons aider nos amis. Pourquoi? Parce que l'Arabie saoudite est gardienne des deux lieux saints. Et cette responsabilité nous oblige à réussir dans notre œuvre, dans la sécurisation de ces régions. Il faut sécuriser le pèlerinage, il faut sécuriser le déplacement et l'entrée de millions de fidèles vers les deux lieux saints. Et donc, si nous réussissons dans cela, nous nous serons acquittés de notre mission. Par ailleurs, il nous faut aussi renforcer notre économie, les services de santé, d'éducation, de transport, et donc renforcer tous les ministères dans ces domaines. Nous connaissons notre responsabilité dans ce domaine et nous l'assumons. Troisièmement, nous voudrions que notre
société interagit avec la communauté internationale de manière positive et que notre société puisse avoir aussi sa contribution, sa valeur ajoutée dans la culture du monde, dans les échanges culturels dans le monde. Et c'est là l'un de nos objectifs à l'avenir. Donc notre vision 2030 est une vision sincère et nous espérons qu'elle sera une vision qui se généralisera à tout le monde musulman. Voilà, j'étais très brève, j'ai essayé de me concentrer sur certains axes importants et je peux répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup de votre attention. Combien de temps est-ce que vous avez à nous accorder, Général? Parce qu'on va organiser les choses en fonction de ça. Dites-moi combien de temps vous avez à nous consacrer. Combien de temps vous pouvez rester? Comme vous voulez. Non, vous dites pas quand vous voulez, parce qu'on a déjà tout modifié pour vous, c'est normal. Je ne voudrais pas déjà prendre le temps de mes collègues. D'accord. Donc, c'est mal parti. S'il y a des questions, je réponds. Et je vais peut-être dites-moi pour qu'on s'organise. On est en direct. 45 minutes. Vous avez encore 45 minutes pour nous. Bon, alors je crois que nous avons donc à cette table, parce qu'on n'a pas eu le temps de changer les chevalets, nous avons monsieur l'ambassadeur du Yémen, nous avons Wassim Nars qui est un journaliste très connu, Romain Caillet également, nous avons Achraf Rifi qui était ministre de la police au Liban